こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Meurtre de Nozaki, les suites de l'affaire. Nous en parlions dans la dernière édition du petit Satsujin, suite au rebondissement dans l'affaire Nozaki. Mais Sudo Saki, la veuve et meurtrière présumée du milliardaire, revient déjà sur le devant de la scène. Soupçonnée de l'avoir empoisonnée au Kakuseize, une amphétamine surdosée et laissée mourir, elle est actuellement emprisonnée dans la prison de Wakayama, à quelques kilomètres seulement de sa luxueuse villa à Tanabe. Interrogée régulièrement par le juge d'instruction et l'officier de la criminelle en charge de l'affaire, ce n'est pourtant pas d'eux qu'émanent les dernières avancées de l'enquête. Rattrapée par son passé et ses manigances, elle ne pensait sans doute pas être trahie par ceux qui l'avaient poussée au sommet. En effet, depuis son arrestation le 29 avril puis sa mise en examen le 3 mai, un film bat tous les records sur les plateformes de VOD japonaises. Et Eureka, un JAV, Japanese Adult Video, autrement dit un film porno produit par la société J-Area en janvier et février 2018, a pour héroïne principale et tête d'affiche Sudo Saki en personne. Tout cela pourrait être totalement normal dans la carrière d'une jeune idol de 22 ans et suivre même plutôt le parcours professionnel de la plupart d'entre elles. Le problème est qu'en février 2018, la starlette célébrait ses fiançailles avec Nozaki Kosuke en grande pompe et devant des centaines de personnes, officiellement retirée du mannequinat pour ne se consacrer qu'à son jeune fiancé de 77 ans. L'arrivée soudaine de ce film en tête de la plateforme Fenza, leader du marché, a poussé les enquêteurs à s'intéresser d'un peu plus près à la vie secrète de Sudo. Et ce qu'ils y découvrent depuis 2 semaines vient alourdir encore plus le dossier à charge. En effet, à l'époque où elle s'était mariée avec Nozaki, elle fréquentait un jeune hôte d'un célèbre bar de Kabukisho, le quartier chaud de Tokyo. Garçon qu'elle continuera de fréquenter jusqu'à son arrestation. Cette information, la police a pu l'obtenir en interrogeant l'équipe du film Eureka, dont une grande partie du casting et l'équipe technique finira par avouer avoir vu la starlette venir sur les tournages au bras de son jeune amant. L'un des acteurs du film, également hôte pour arrondir ses fins de mois, a pu fournir son identité et quelques informations intéressantes qui n'ont pas tardé à conduire la police dans le dit club pour y arrêter ce nouveau témoin clé. Interrogé au titre de témoin assisté, il avouera sa relation avec Sudo, mais également quelques détails qui alourdissent le dossier. Quelques semaines avant la mort du milliardaire, la veuve aurait dit à son amant qu'il pourrait très bientôt se marier et que cette fois-ci, il épouserait une riche héritière. Il avait alors quitté son travail d'escorte et se faisait payer un très bel appartement sur Tokyo par sa maîtresse en attendant d'avoir mieux. Par peur des paparazzi, il ne se vire jamais dans la maison de Tanabe, mais il avouera y avoir résidé quelques fois, y compris quelques jours après l'enterrement. Il se rappelle également les nombreux allers-retours de Sudo entre Tokyo et Wakayama dans les jours qui suivirent l'enterrement, et l'évocation quasi quotidienne de la jeune femme de ce qui allait être son assurance vie. Plus ambitieuse que rusée, elle avait préparé la succession de l'empire financier de son mari en lui faisant adopter une clause testamentaire qui soumettait la présidence au vote en cas de mort prématurée. Par amour et comme un jeu, il avait couché le nom de sa jeune femme sur ce testament pour en faire la présidente du comité de succession, seule habilitée à prendre cette décision. 2 mois après les funérailles, elle organisa une réunion en oubliant consciencieusement d'inviter les membres les plus hostiles à sa nomination et se fit nommer directrice générale. Pour fêter cela, elle se fit un virement de 38 millions de yens, environ 290 000 euros, et offrit de somptueux cadeaux à son amant. Encore un grain de sable dans ce mécanisme infernal qui, en lieu et place de fortune, risque bien d'envoyer Sudo Saki derrière les barreaux pour le reste de ses jours. Affaire à suivre.
Le 23 septembre 2019 à 5 h du matin, la police de Sakai, dans la préfecture d'Ibaraki, recevait un appel de détresse d'une femme qui se présentait comme étant Madame Kobayashi Miwa et disait avoir été attaquée au couteau à son domicile. Avant qu'elle n'ait eu le temps de donner plus de détails, la communication fut brutalement interrompue et la police dépêcha une patrouille sur place en urgence après avoir localisé l'appel. Arrivé sur place, ils découvraient une scène d'horreur. Au deuxième étage de la maison, le couple Kobayashi, Miwa, l'épouse de 50 ans, et le mari Mitsunori, 48 ans, gisaient dans une mare de sang frappés de multiples coups de couteau dans le torse, le cou et le visage. En fouillant la maison, ils découvrirent les 3 enfants de la famille, terrés sous leur lit. Tout d'abord, leur fils de 13 ans, gravement blessé aux bras et aux jambes, et leur petite fille de 11 ans qui, elle, présentait de profondes blessures aux mains et aux avant-bras. La fille aînée de la famille, âgée de 21 ans, fut retrouvée saine et sauve dans un placard, prostrée et choquée. L'équipe de secours ne put que constater le décès des parents et prit en charge les enfants. La police scientifique, qui s'occupa de la scène de crime, releva les empreintes de pas d'un homme adulte ainsi qu'un fragment de cheveux sans racines qui ne leur permit pas d'en extraire suffisamment d'ADN pour établir un profil. Lors de leur audition, les enfants avaient décrit l'assassin de leurs parents et leur agresseur comme un homme plutôt grand avec un bonnet noir et un masque sombre sur le visage. Les 2 petits survivants ont également parlé d'un spray contenu dans une sorte de petit extincteur qui les aurait fait pleurer et tourner la tête. Après l'analyse des vêtements de la petite fille et de son frère, la scientifique a pu établir qu'il s'agissait d'un répulsif à ours vendu dans la région et très facile à trouver dans les supermarchés. Travaillant sur les empreintes de chaussures et sur les acheteurs de cette marque de spray défensif, Counter Assault Stronger, dans ce conditionnement, l'enquête n'avançait plus beaucoup depuis que tous les suspects potentiels eurent été innocentés par de solides alibis ou des incapacités physiques à commettre ce crime odieux. Mais le 7 mai 2021, ce qui s'annonçait comme un cold case en puissance connut un rebondissement capital. À environ 30 km de la résidence des Kobayashi vit la famille Okaniwa, un couple aisé d'une 50aine d'années qui a réussi dans l'élevage et la vente directe et réside dans une grosse maison avec leur fils Yoshiyuki, âgé de 26 ans, dont il s'occupe. En effet, le jeune homme souffre d'un trouble du développement de type ASPD, Antisocial Personality Disorder, et doit être constamment surveillé. Malgré tout, Yoshiyuki faisait régulièrement parler de lui en déclenchant des incendies, comme en décembre 2020, ou en agressant des automobilistes avec un faux badge de police, en février de la même année. Et il avait été récemment condamné pour cela, sans qu'une sanction pénale ne pût être appliquée, eu égard à son handicap. Cette fois, c'est un voisin inquiet qui avait appelé la police locale pour signaler des odeurs de soufre provenant du petit hangar dans lequel Yoshiyuki avait élu domicile. La patrouille y découvrit 45 kg de soufre, 32 sulfates d'ammonium, une petite unité de production de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique, des grains de ricin pouvant servir à la fabrication de racines, poison ultra toxique, et une centaine d'autres produits chimiques. Lors de la fouille, la police trouva également 2 bombes de répulsifs à ours Counter Assault Stronger, dont une presque vide. Dans le débarras du suspect, ils ne tarderont pas à mettre la main sur une paire de knickers du même type de la même taille que celle de l'assassin des Kobayashi. Immédiatement arrêté et placé en garde à vue, l'homme a tout avoué et fait un résumé exhaustif de ses plans d'attaque sur la population grâce au poison qu'il préparait. Le juge, devant lequel il a été déféré, vient de signaler un fait qui aurait pu faire la différence. En effet, en 2011, alors qu'il n'avait que 16 ans, Okaniwa avait attaqué au couteau une jeune fille à Ibaraki, puis un garçonnet près de Shiba, tout cela la même journée. Arrêté et confié à la brigade des mineurs, il avait été jugé irresponsable de ses actes au vu de son dossier médical et confié à un institut médico-éducatif qui, après 3 ans de soins, l'avait jugé apte à rentrer chez lui. Mineur, son dossier avait été effacé. Il a été mis en examen pour le double meurtre, les tentatives de meurtre sur les enfants et pour possession de matières dangereuses et réglementées. Il risque la peine capitale, mais le procureur a d'ores et déjà signalé qu'il serait jugé par une juridiction spéciale. Affaire à suivre. Le 28 avril dernier, dans le quartier de Tanigawa, à Daito dans la préfecture d'Osaka, une épaisse fumée se dégageait du 2e étage d'un immeuble d'habitation, créant la panique dans le voisinage. L'intervention des pompiers et des forces de l'ordre mirent à jour un crime atroce qui défraya la chronique locale et nationale. En effet, après avoir maîtrisé l'incendie, les soldats du feu découvrirent le corps d'un homme de 48 ans, inconscient et couché dans son salon à proximité de vêtements et de couvertures empilées, visiblement responsable de l'incendie.
Conduit d'urgence à l'hôpital, l'homme sera déclaré mort quelques minutes après son arrivée aux urgences, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. La nature volontaire du sinistre établi par les pompiers, ce fut au tour de la brigade criminelle d'investir les lieux et très vite d'y trouver des éléments troublants. Non loin de l'endroit où se trouvait le corps, les enquêteurs découvrirent une espèce de lance, bricolée à partir d'un manche d'outil neuf et d'un couteau à poisson solidement fixé à son bout. La lame était tachée de sang. Autre élément troublant, l'échelle de sécurité qui reliait le balcon de l'homme au 2e étage et celui de l'appartement du dessus était descendue. N'ayant aucune réponse lorsqu'ils sonnèrent à la porte de la voisine de l'étage supérieur, les policiers utilisèrent l'échelle des pompiers pour se rendre sur le balcon et tombèrent sur une horrible scène. La porte-fenêtre avait été fracturée à l'aide d'un pied de biche encore présent au milieu des débris de verre, et dans le petit appartement gisait le corps sans vie de Yoshioka Momona, une étudiante de 21 ans frappée d'une trentaine de coups de couteau sur tout le corps. La brigade criminelle ouvrit une enquête pour meurtre et très vite, le profil du suspect, dont le nom n'a pas été communiqué pour l'instant, fit apparaître une fois de plus un drame largement évitable. L'homme, connu des services de police pour ses nombreux appels et ses plaintes pour tapage envers ses voisins successifs, avait été poursuivi pour menace de mort par l'ancien locataire du 3e parti depuis de guerre lasse. Soigné pour troubles du comportement depuis son adolescence et décrit par les riverains comme un homme taciturne pouvant se montrer très violent, il avait appelé la police pour une énième fois le jour du drame, se plaignant de sa voisine du dessus qui marchait trop bruyamment et le rendait fou. Une fois de plus, il avait menacé d'intervenir personnellement pour régler le problème. Des bribes de vidéos retrouvées sur les caméras de vidéoprotection du quartier, des témoignages de voisins qui affirment avoir entendu une femme crier au secours vers 7h du matin, ainsi que le travail de la police scientifique ont permis de reconstituer le déroulé de cette terrible matinée. L'homme, employé de ménage industriel, visiblement insomniaque, aurait été incommodé par le bruit de sa jeune voisine qui se préparait à aller à l'université où elle était étudiante en 4e année de médecine. Après avoir appelé la police pour signaler ce qu'il considéré comme du tapage, l'homme s'était saisi de son arme improvisée et de son pied de biche, avait déroulé l'échelle de sécurité et grimpé jusqu'au balcon de la jeune femme, avant de briser la vitre de sa porte-fenêtre et de pénétrer dans l'appartement pour la poignarder à de multiples reprises. Puis, il était redescendu chez lui et avait amassé vêtements et couvertures avant d'y mettre le feu. Même si le dossier pour homicide a été clôturé après le décès du meurtrier, la préméditation ne fait aucun doute suite à la découverte du ticket de caisse attestant de l'achat du pied de biche, du manche et du couteau la veille du drame. Affaire classée. Nous sommes le 5 mai à midi sur la plage d'Eimachi à Tahara dans la préfecture d'Aichi. Une retraitée qui finissait sa petite balade matinale est tombée sur une très mauvaise surprise. En effet, elle a fait la découverte d'un corps qui était en train de flotter dans les quelques centimètres de la marée fluctuante. La police, avertie sans délai et qui est arrivée quelques temps plus tard avec une équipe de secours, n'a pu que constater la mort de l'homme. La victime a vite été identifiée comme Kumuro Hideo, un homme de 70 ans. C'était un employé dans un supermarché et il résidait à Tomoyashi, une ville à seulement 17 km de l'endroit où il a été trouvé. Il a été retrouvé avec le visage tuméfié et des plaies sur le cuir chevelu, ce qui laisse penser qu'il a été mort dans d'atroces souffrances. Son autopsie va révéler qu'il a en effet été mort par noyade dû à son long séjour dans la baie d'Aichi. Cet homme souffrait de nombreux traumatismes crâniens causés par des objets contendants. Et ces nombreux traumatismes est sûrement la cause qui a dû le rendre inconscient lorsqu'il est tombé dans le port de Toyohashi. Le médecin notera également une forte alcoolémie au moment des faits. L'analyse qui a été faite de l'eau qui a été retrouvée dans ses poumons va montrer que l'homme est en effet tombé du port de sa propre ville et a navigué jusqu'à Toyokama où il a été retrouvé sur la fameuse plage. C'est le 7 mai qu'une enquête pour homicide a été ouverte par la police préfectorale d'Aichi et les riverains du vieil homme ont été interrogés. Très vite, ce sont des problèmes de voisinage qui vont ressurgir dans les dépositions et les voisins directs de Komuro vont dire que le soir du meurtre, il se serait engueulé avec 2 autres hommes. Cette dispute, selon les témoins, se serait poursuivie sur le parking d'un convenience store à quelques centaines de mètres de son habitation. Un convenience store, c'est une épicerie pour ceux qui ne comprennent pas. C'est un employé de commerce qui allait prendre son service au petit matin du 5 mai qui attestera avoir vu le vieil homme se battre à coups de bouteille avec 2 autres hommes qui avaient visiblement son âge. Mais puisqu'il était habitué à voir des bagarres d'ivrognes dans ce secteur, il n'a pas relevé cet incident. La veuve et le fils de la victime, donc l'ancienne femme de Komuro, ont témoigné qu'il a commencé à avoir des problèmes d'alcoolémie suite à son licenciement de 2015 et aux problèmes d'argent qu'ils avaient. Son fils de 47 ans était un hikikomori, donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnes qui vont décider de se reclure eux-mêmes de la société, donc par conséquent, ils n'avaient pas de travail. Et ce fameux fils était la principale cause des railleries, donc des disputes
que son père avait entre lui et ses compagnons de beuverie nocturne. Et au vu des témoignages ainsi que des propos qui ont été rapportés, ce serait donc ce sujet qui aurait été amené sur la table et donc la principale cause de la dispute ainsi que de la bagarre qui a été fatale. Les deux hommes sont actuellement activement recherchés par les brigades de la région et ne devraient pas tarder à être appréhendés. N'en savant donc toujours pas plus, c'est une histoire qu'on devrait suivre de très près. Le 24 avril, vers 10h du matin, une femme qui rentrait de faire ses courses dans le quartier populaire de Narashimodai, pardon pour l'accent, ne me jetez pas des tomates pourries, à Funabashi, a été interpellée par les cris d'un bébé non loin du petit parc qu'elle traversait pour se rendre chez elle. La mère de famille a retrouvé l'origine de ses pleurs et a découvert un nouveau-né de quelques jours, nu et présentant des ecchymoses sur tout le corps. Elle a promptement appelé la police qui, après avoir confié le nourrisson aux urgences pédiatriques, s'est lancé à la recherche des parents du malheureux enfant. Une enquête du voisinage a rapidement aiguillé les policiers vers une jeune femme qui occupait un appartement de l'immeuble au pied duquel avait été retrouvé le bébé. Interrogée à son domicile, Ishihara Miho, 22 ans, a avoué avoir donné la naissance à son petit garçon dans la nuit du 23 et du 24 avril, chez elle, et ne sachant que faire pour s'en occuper et pour arrêter ses cris, et ne supportant plus ses cris, l'a jeté par la fenêtre. L'avoir jeté par la fenêtre. Et oui, c'est vrai que c'est une solution lorsque quelque chose nous énerve. Automatiquement jeter l'enfant par la fenêtre, c'est vrai que c'est une magnifique solution. Par la fenêtre, en plus du 2e étage. Fort heureusement et miraculeusement hors de danger, le bébé a été confié aux services sociaux et la mère placée en garde à vue pour tentative de meurtre et d'abandon d'enfant. Au vu des premiers interrogatoires et des déclarations du procureur, la jeune femme travaillait comme hôtesse dans un snack de quartier et serait tombée enceinte par accident. Elle s'en serait rendue compte trop tard pour avoir accès à une interruption volontaire de grossesse et trop absorbée par son travail n'aurait pas eu le temps de faire appel au service d'adoption sous X. Ne voulant pas en parler à ses amis et à sa maman, la tenancière du bar à hôtesse dans lequel elle travaillait, et de peur de perdre son emploi et ses clients, elle n'en a parlé à personne. Elle était tombée dans une dépression chronique au mois de février suite aux remarques de sa patronne sur sa prise de poids. Tombée dans l'alcool et les médicaments, elle dit avoir ressenti de profondes crises d'angoisse tout au long des derniers mois de grossesse et avoir tout simplement paniqué lorsque son enfant est né. Elle affirme ne pas avoir voulu tuer le bébé. Oui, c'est vrai qu'en le jetant du 2e étage, elle pensait sûrement qu'il allait s'envoler, qu'il allait avoir un miracle, qu'il allait être réceptionné par des oiseaux. Mais elle voulait juste le faire taire car elle devenait folle à cause de ses cris. Quant au pourquoi de l'accouchement à domicile, elle dit ne pas avoir eu les moyens de se rendre dans une clinique ou dans un hôpital public suite à la perte de son emploi. Placée en détention provisoire, elle risque jusqu'à 7 ans de prison. Quant à son enfant, il sera placé dans une famille d'accueil dès que son état de santé le permettra. Affaire classée. Alors elle est plutôt très connue par les fans de Jukujo, comment on dit Jukujo. Cette catégorie de films pour adultes dit de femmes très mûres. En gros, des films X avec des mamies. Alors c'est la doyenne du genre et à chaque fois elle repousse les limites de son art. Et de son corps aussi. Ça ressemble à quoi ces films ? Cette vénérable actrice, qui a bientôt 87 ans, s'appelle Ogasawara Yuko. Pourquoi les Japonais ils ont toujours des noms Bob, c'est bien aussi Bob, non ? Elle aurait pu s'appeler Bob. Donc, j'en étais. À 87 ans, Ogasawara Yuko. elle n'est pas la vétérante de sa catégorie, puisque malgré son grand âge, elle évolue dans ce milieu que depuis 2016. Oui, elle s'est lancée dans l'aventure des trucs cochons avec des vieux, à l'âge de 81 ans. Mais bon, le problème, c'est que avec la pandémie et donc l'arrêt des tournages, Ogasawara Yuko. elle s'ennuie. Alors, dans un entretien qu'elle a donné au magazine Shukan Shinsha. elle dit s'entretenir et faire des exercices pour pouvoir garder la forme. Oui, parce que la forme, c'est important. Mais elle regrette de ne pas pouvoir tourner parce que, comme elle a dit aux journalistes, « Oh, mes chances de faire une longue carrière s'amenuisent de jour en jour. »
Alors dans cette interview, elle évoque notamment son enfance pendant la guerre, les bombardiers B-29 qui incendiaient Yokohama, sa ville natale, nuit et jour, et puis la voix de l'empereur qui annonçait la fin du conflit. C'est la fin du conflit, oui, du conflit de canards. Alors elle se souvient des pénuries et de la famine et de son père qui était employé de bureau et qui passait ses journées à essayer de nourrir ses 5 enfants. Alors elle évoque aussi son mariage à l'âge de 24 ans avec un homme pas très sympatoche et plutôt autoritaire et traditionnaliste qui lui a donné 3 enfants mais qui l'a privé de liberté et d'amour jusqu'à sa mort après 35 ans de mariage. Puis elle parle de ces années folles où elle s'est éclatée un max, buvant, fumant et collectionnant les amants. En gros, mamie, elle se faisait défoncer. Elle faisait tout ce qu'elle n'avait pas pu faire pendant toutes ces années. En 1996, au plus grand désespoir de tous les chats du quartier, elle ouvre un snack. Alors c'était un petit établissement de plaisir où on vient boire un verre en charmante compagnie, payante, hein, ouais, tu comprends ce que je veux dire, et où on peut repartir avec son hôtesse pour la nuit, moyennant un petit supplément. Bon, en gros, c'était un bordel quoi, ouais, c'est ça, ouais. Un bordel où tu peux manger. Snack and sex. Oh, l'idée elle est bonne. Alors elle fréquentait aussi beaucoup de professionnels du milieu du porno qui travaillaient comme hôtesse pour arrondir leur fin de mois. Mais à cette époque, jamais elle aurait imaginé faire carrière. Alors en 2016, à presque 82 ans, elle revend son boui-boui. Et l'une de ses filles qui était actrice X, en train de grandir, grimper, de devenir connue quoi, ouais. Oui. Eh ben, elle lui proposa de venir sur un tournage pour voir un petit peu comment ça se passait. En gros, c'est que mamie se faisait un peu chier pendant la retraite, donc c'était pour l'occuper. Et c'est là qu'il y a un producteur qui lui a proposé de passer un casting pour éventuellement rejoindre l'équipe. Alors en réalité, elle a avoué ne pas avoir hésité longtemps parce que voyant se trimballer tous les acteurs, le sgay galère qui pendouillait, elle s'est dit belle friandise et si je disais oui parce que dedans, je suis sûr qu'il y a un des acteurs qui va me... Et en effet, ceux qui étaient là, justement, la zigounette à l'air, allaient s'occuper de madame dans un film, enfin de mamie, voilà quoi. Faut avoir envie quand même. Alors depuis, elle a tourné quand même une dizaine de films où elle joue les grand-mères tentatrices. Mais bon, comme elle dit elle-même... Oh, on me propose pas beaucoup de rôles de soubrette ou de lycéenne, alors je prends mon rôle de mamie très au sérieux. Alors sur le pourquoi elle continue à s'imposer ce rythme de travail et de se faire un entraînement quotidien, elle répond... Oh, vous connaissez un meilleur moyen de rester jeune? Quant à la gymnastique, c'est indispensable. À 87 ans... Combien de temps voulez que je tienne à 4 pattes sinon, hein? Aujourd'hui, Ogasawara Yuko incite tout le monde à se faire vacciner et à rester très prudent pour que la pandémie cesse et qu'elle puisse enfin reprendre la route des tournages de films X. Je veux dire par là que elle aimerait bien retrouver les zizi dans sa foufoune. Voilà. Le coup de pouce d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume et à l'occasion de cette 30e édition, sera pour une chaîne japonaise. Tamakizu Channel est une chaîne de true crime vraiment originale et atypique dans ce genre qui explose depuis quelques années et obéit de plus en plus à des standards établis par les grands anciens. Teta, l'organisateur de tout cela, n'est pas du genre à aimer les clichés. Voix synthétique, illustration presque enfantine et ton très didactique, tranchant avec les canons du genre, mais contribuant grandement à l'originalité de la chaîne et à l'intérêt grandissant du public pour son travail. Il traite d'affaires japonaises, bien sûr, nous avons d'ailleurs travaillé ensemble sur certaines d'entre elles, mais aussi de sujets internationaux. Il prépare d'ailleurs une vidéo sur le marquis de Sade et m'a fait l'honneur de participer à son script sur le divin marquis. Même si vous n'êtes pas totalement japanophone, je sais pas si ça se dit, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne et de vous y abonner, son travail mérite beaucoup plus d'audience. Je vous rappelle que Golden, le nouvel album de Out of My Eyes, vient de sortir, que c'est une petite merveille et que je vous conseille grandement de vous le procurer au plus vite. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une sponsor ou d'un placement de produit, mais juste un coup de cœur pour un groupe talentueux et promis à un brillant avenir et, il faut bien le dire, à des gars franchement cool. Je vous mets tous les liens en description une fois de plus.
Pour finir, et avant une page d'autopromotion mercantile franchement scandaleuse, je tenais à vous remercier pour cette 2e année en votre compagnie, pour les messages bienveillants et encourageants que vous m'envoyez. Merci d'être une communauté aussi cool et soudée, de supporter mes expérimentations visuelles et narratives sur certaines vidéos, mais surtout d'être là et de plus en plus nombreux. 30 petits Satsujin, je ne pensais même pas arriver jusque-là, mais on l'a fait. Alors on se retrouve pour la 50e. Je tenais à remercier du fond du cœur mes amis youtubeurs qui ont gentiment accepté mon invitation pour cet épisode très spécial. Max Guys, qu'on ne présente plus et qui est devenu le patron du YouTube True Crime francophone, mais aussi et surtout un garçon d'une gentillesse incroyable. Merci. Az, qui est ma rencontre amicale sur YouTube la plus incroyable et dont j'aime le travail, le ton et tout ce qu'il est, aussi bien humainement que professionnellement, alors merci à toi. Merci à Sahara de la chaîne The True Crime Channel dont j'ai découvert le travail récemment et qui est à mon avis une valeur montante du genre, mais aussi une personne tellement sympathique. Merci aux copains de la chaîne Murders Explained d'avoir joué le jeu et de m'avoir permis il y a peu de me faire la main sur une affaire non japonaise. Allez voir la vidéo d'ailleurs, force à vous les mecs. Merci à Nathalie Cat d'avoir apporté sa patte si particulière à cette vidéo, un de mes premiers coups de pouce, mais aussi et surtout une personne délicieuse et passionnée. Et enfin, un grand merci à Monsieur Weirdo, l'homme le plus drôle de France, voire d'Europe, voire du monde, et qui sait comme je l'aime et j'aime son travail depuis le début. Et comme ça fait du bien d'avoir des gars comme lui sur YouTube et sur la planète, tout simplement. Merci à vous toutes et à vous tous pour ce cadeau. Il va sans dire que vous allez vous abonner à leur chaîne juste après la réclame qui arrive maintenant. Avant de vous faire la retape pour mes réseaux sociaux et mes t-shirts, ce qui va encore en énerver certains, désolé, je voulais vous parler du projet de financement participatif que j'ai lancé sur Ulule le 24 avril dernier et qui concerne la réalisation et l'impression du CD Satsujin Original Soundtrack. J'ai sorti une vidéo dédiée dans laquelle je vous expose le projet en détail et vous invite à aller la voir et à faire un tour sur la page Ulule pour plus d'informations. Nous en sommes déjà à 1/3 du financement et je vous en remercie du fond du cœur. Les illustrateurs travaillent d'arrache-pied et certains morceaux sont déjà en studio, car nous croyons vraiment que ce projet verra le jour. Alors on compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée. Il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane.